Stéphane de Renoncourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes un consultant en vin star à Bordeaux, très écouté à travers le monde, mais depuis quelques semaines, vous êtes un petit peu la personne à abattre à Bordeaux, depuis que vous avez jugé le millésime 2013 moyen, voire médiocre, au point même de ne pas sortir un vin de vos clients, le château Malescas, un cru bourgeois de Bordeaux. Alors ces annonces, bien entendu, pourraient avoir des répercussions sur le millésime 2013 à Bordeaux. Vous, que répondez-vous aujourd'hui au concert des critiques qui ont suivi vos annonces, vos déclarations? Bon, tout d'abord, au départ, c'est né d'un article qui est paru dans un journal, dans le Figaro, et qui devait au départ, c'est une interview qui devait annoncer la décision de Malescas, qui est une décision totalement isolée, de ne pas sortir de vin millésimé en 2013, pour des raisons diverses, mais surtout des raisons de qualité, parce que c'est un domaine qui a été récemment repris avec des grandes ambitions, et que le vin n'était pas au niveau de ses ambitions. Et comme il y avait beaucoup de stocks, on a décidé de ne pas faire du vin du tout. Ça a été annoncé. Le Figaro, apparemment, les maquettistes ne sont pas en phase avec les journalistes qui écrivent. On écrit sur la une Bordeaux 2013, un mauvais millésime, en renvoyant cet article. Donc j'ai été tout de suite responsable de ce titre, en fait. Et c'était pas du tout mon intention. Bon, et sortons de la polémique maintenant. Expliquez-nous vraiment pourquoi est-ce que cette récolte n'a pas été bonne cette année. Quelles sont les étapes incontournables avant les vendanges qui n'ont pas été respectées? Alors la première chose, c'est un printemps extrêmement froid, historiquement froid, ce qui fait que la vigne prend énormément de retard, froid et pluvieux, et une mauvaise floraison. Donc la vigne fleurit avec 3 semaines de retard, sous un temps assez pourri, froid, humide, donc la fleur avorte, les fleurs avortent, et donc ce qu'on appelle un phénomène de coulure, et donc on arrive en début juillet, on sait déjà qu'on n'a pas beaucoup de récoltes, et qu'on a 3 semaines de retard. Dieu merci, un été assez magnifique, juillet historique, le plus beau juillet depuis les 30 dernières années. Un mois d'août un peu sympa, mais un peu trop court. Septembre revient avec un automne un peu précoce, ce qui n'est pas souvent le cas à Bordeaux. On a souvent des étés indiens à Bordeaux, des septembre et octobre magnifiques. Là, ça n'a pas été le cas. Donc c'est devenu compliqué. La pourriture s'est installée. Vous savez, à Bordeaux, il y a le vin, mais il y a les cèpes aussi. Hein. La pourriture, c'est un champignon. Et donc souvent, les vins ont été ramassés avec un petit peu d'avance sur la maturité idéale. Donc ça a donné des vins qui étaient sympas parce qu'il y a eu du soleil, l'été, et quand les vignes étaient bien préparées, c'est pas des vins qui ont des goûts végétaux, ce sont pas des vins qui sont verts, ce sont des vins qui sont légers, qui sont pas très puissants, qui n'ont pas un grand potentiel de garde, mais qui sont assez agréables. Donc ça va, mais qui sont aussi au prix d'un travail fulgurant dans les vignes, extrêmement précis, et aussi d'une sélection historique qui fait que les châteaux qui amènent le vin sur le marché sont souvent avec des rendements bien inférieurs à ce qu'ils font d'habitude. De quel ordre, justement? Divisé par combien? En moyenne, c'est 50%. En moyenne, c'est moitié récolte. Par deux. Ouais, ah oui. Et justement, rentrons dans le détail. Est-ce que les grands vins et les petits vins vont être touchés de la même manière? Non, pas du tout, évidemment. Parce que quand je vous dis que c'est un... Alors à Bordeaux, il y a un dynamisme incroyable. C'est un peu le côté bénéfique de pouvoir vendre des vins chers pour ces grands crus, c'est qu'ils ont énormément de moyens pour investir dans les vignes. Et les vignes aujourd'hui sont tenues comme des jardins. C'est une appellation qualitative impressionnante. Bordeaux, c'est une référence mondiale de viticulture pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'une précision. Donc évidemment, quand on doit lutter contre la nature, quand on doit lutter contre le temps, eh ben, on essaye de mettre à son avantage tous les atouts qui sont le vent, qui sont donc des travaux d'effeuillage, qui sont manuels, des travaux de sélection, de couper encore du raisin malgré le peu de récolte, pour arriver justement à sublimer cette récolte. Et à ce prix-là, plus avec un peu de chance, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a eu des orages de grêle fulgurants, il y a 14 000 hectares qui ont été détruits quand même. Quand on a réussi à passer entre les gouttes et entre tout ça, on fait des vins qui sont corrects, mais à quel prix? Et ça vaut combien pour un vin de ne pas justement sortir un millésime une année pour Château Malescas, mais pour les 10 autres de vos clients aussi qui cette année ne sortiront pas de vin? Ça vaut beaucoup, ça vaut une grosse remise en cause, souvent une renégociation avec les banques pour renégocier les emprunts. Vous pouvez nous chiffrer, nous donner un ordre de grandeur? Ça dépend un peu du prix de la bouteille. Pour un Château Malescas, je sais pas, c'est difficile à estimer, mais c'est autour de 500 000 €. Et toujours sur les prix, vous attendez à quel type de baisse de prix sur le millésime 2013 Mais en fait, les prix, à Bordeaux? le problème, c'est que psychologiquement, c'est très compliqué. Finalement, le marché, il attend une baisse, quoi, en disant, bon, c'était une occasion pour Bordeaux de revenir sur les marchés, de reconquérir des marchés en disant, bon, voilà, on a un millésime qui est sympa, qui est machin, c'est pas un grand millésime, mais
on va le justifier avec des prix qui sont bas. Pour la propriété, c'est compliqué de produire des demi-récoltes, de s'être battu comme des chiens pour faire des vins honorables, et en plus de baisser encore les prix par rapport à des prix qui ne cessent de baisser depuis 2000. Mais c'est vrai qu'en 2009 et 2010, depuis 2009-2010, ils avaient atteint des sommets, mais c'est toujours plus difficile de baisser un prix que de le monter, quoi. Donc je ne pense pas que les vins soient offerts à un prix que le marché attend. Je ne pense pas que ça sera une grande campagne primeur, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup d'affaires qui se font parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt d'acheter du vin en primeur s'il n'y a pas un phénomène spéculatif, quoi. Autant garder son argent et puis l'acheter à la mise en bouteille au même prix, quoi. Alors parlons maintenant d'un livre qui a défrayé la chronique dernièrement à Bordeaux, Vino Business. Alors la thèse de son auteur, Isabelle Saporta, c'est d'établir en fait des conflits d'intérêts qui existent entre les gens qui font le vin, ceux qui les conseillent et puis ceux qui les jugent. Et notamment, il est question du classement de Saint-Émilion. Alors vous conseillez justement beaucoup de vins de Saint-Émilion. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces risques de conflits d'intérêts à Bordeaux ? Bah, d'une part, je pense que... Alors moi, je ne suis pas très bien placé pour je ne suis pas un spécialiste de la question, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez marginal dans ce milieu bordelais. Et, vous conseillez 26 propriétés quand même à Saint-Émilion. Mais je reste quand même dans le côté très technique. Et... Après, des conflits d'intérêts, c'est une enquête, il y a une plainte, on va le savoir, hein, c'est la justice qui va décider de fait. C'est sûr que quand on est dans des ambiances de village, dans des petites structures en province, et ben ouais, vous constatez cet entre-soi un petit peu à Bordeaux entre les... Forcément, il y a des réseaux, il y a des choses comme ça. Donc, mais après, jusqu'à quel point, moi je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la question. Donc c'est intéressant de voir comment ça va se dénouer cette affaire. Mais quel regard vous portez sur ce livre ? C'est un livre très engagé, c'est un livre qui pose des bonnes questions. C'est une enquête qui est quand même relativement fouillée, il y a des choses, moi j'ai appris des choses en le lisant, quoi. Moi, le vin de la semaine maintenant, est-ce que vous nous conseilleriez une bouteille à moins de 15 €, un vin coup de cœur pour vous ? Ouais, facilement, moi je vous conseillerais quelque chose d'un un très beau cépage blanc, le Riesling, qui est à mon avis pas assez connu, et je vous emmènerai donc en Alsace pour une cuvée Albert du domaine Albermann, qui est une pure merveille de précision et qui permet des mariages très heureux au niveau gastronomique. Et un vin pour lequel vous n'êtes pas consultant en plus. Je ne suis pas consultant. Stéphane de Renoncourt, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.